en direct de la Paris Healthcare Week 2019. Vous avez bien fait, ils sont nombreux, ils ont bien fait de rester parce que ça va être le débat du premier jour, mais le grand débat politique de cette Paris Healthcare Week 2019 avec Marie-Sophie de Sol. Nous vous découvrons, Madame la Présidente de la FEAP. Quand nous vous avions reçu la dernière fois, nous disions Madame la Directrice Générale. Vous êtes maintenant la Présidente de la FEAP depuis quand? Depuis 1 mois et demi, donc merci de m'accueillir. Ça se passe bien? Ça se passe parfaitement bien, merci. Vous connaissez bien le secteur de ces établissements? À peu près, je vois à peu près les sujets qui se posent à nous, mais ils sont nombreux. Mais c'est un mouvement, évidemment, c'est la première, deuxième ou troisième grande fédération de l'hospitalisation, Madame de Sol? La première, forcément. C'est la première. Nous recevons à côté de vous Thomas Mesnier. Vous êtes député de la Charente. La Charente, c'est Angoulême. Voilà. Et vous êtes également donc député de la Charente, mais vous êtes le rapporteur général de la loi de santé. C'est le sujet du jour. Nous allons en parler. C'est exactement le sujet du jour, effectivement. On l'a examiné il y a maintenant 1 mois à l'Assemblée nationale. Il arrive le texte au Sénat aujourd'hui et il reviendra avant l'été devant les députés. Vous avez travaillé combien de temps sur la première mouture? De nombreux mois. De nombreux mois. Rapporteur général, c'est quoi? C'est le député qui a la maîtrise la maîtrise des textes et surtout de leur vote par... C'est le député qui a la charge pour l'Assemblée nationale de travailler en première ligne le texte et d'en être le représentant vis-à-vis du gouvernement notamment et celui qui a la charge de guider les débats. En première lecture, ça a été plutôt facile pour vous? Ça a été chargé mais dynamique et fait avec beaucoup d'envie. Donc la difficulté ne se sent pas dans ce moment-là. C'était pas tout à fait votre première expérience de parlementaire. D'abord, vous êtes parlementaire La République En Marche, donc depuis le début de la mandature. Mais enfin là, c'est une lourde responsabilité pour un jeune médecin que vous êtes. C'est une grande responsabilité d'être rapporteur général du texte santé du quinquennat, effectivement. Après, effectivement, depuis 2 ans, j'avais fait mes armes en étant rapporteur sur un autre texte concernant les ordres de santé. Et puis j'avais été responsable politique pour mon groupe de 2 budgets de la sécurité sociale. Donc on a bien pu apprendre et découvrir le fonctionnement et s'approprier le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors maintenant, donc, le texte normalement est parti au Sénat. Ils vont l'examiner jusqu'à quand? Donnez-nous un peu de pédagogie. Eh bien, ils ont auditionné Agnès Buzyn la semaine dernière. Ils commencent, les sénateurs, l'examen du texte en commission aujourd'hui, avec un examen en séance publique la semaine prochaine. On peut envisager une commission mixte paritaire, c'est-à-dire la rencontre entre les députés et les sénateurs après la première lecture dans chaque chambre, aux alentours du 20 juin. Et si on ne se mettait pas d'accord entre nous sur une version commune du texte, il reviendrait alors en lecture définitive début juillet à l'Assemblée nationale. Vous avez le sentiment comme ça que c'est très bruyant derrière. Vous avez le sentiment que c'est un texte plutôt consensuel ou que c'est un texte difficile, Monsieur Mesnier? C'est un sujet assez consensuel qui passionne les Français, qui passionne leurs représentants. C'est un sujet qui, je crois, en première lecture à l'Assemblée nationale, n'a pas fait l'objet d'un traitement et d'une instrumentalisation politicienne. Je crois que justement, on doit se retrouver de tout courant de pensée politique différents en faveur de la santé de nos concitoyens. Après, il y a effectivement quelques sujets où ça coince un peu, notamment des sujets sur la coercition. Et je crois qu'il faut avoir le courage d'expliquer pourquoi on ne doit pas mettre de coercition aujourd'hui. Mais globalement, c'est un débat qui a été de très bonne tenue, je crois. Jean-Carl Grelier, vous êtes député de la Sarthe, Les Républicains. Je confirme. La loi santé, ça ne sera pas une loi où on va régler des comptes? Non, parce qu'il me semble que le sujet mérite beaucoup mieux que ça. Mon collègue Thomas Mesnier l'a dit à l'instant, c'est un sujet qui n'était pas inscrit dans les thématiques du grand débat par le président de la République et que les Français ont imposé comme le sujet premier du grand débat national. C'est dire si c'est une vraie préoccupation. Et très sincèrement,
quand bien même on pourrait avoir quelques divergences d'appréciation sur le texte, quand bien même je crois pour ma part que ce texte n'emportera pas transformation de notre système de santé, c'est un texte qui permet d'avancer sur un sujet qui est aujourd'hui la première préoccupation de nos concitoyens, savoir comment on se soigne, comment on soigne ses enfants, comment on soigne ses parents âgés. C'est réellement sur tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, une vraie interrogation et souvent une vraie angoisse. Parce que vous êtes d'une circonscription plutôt urbaine, non? Moi, je suis dans une circonscription qui contient un tiers de la ville du Mans, un territoire périurbain, et la plus petite des communes de ma circonscription fait 11 habitants, donc j'ai aussi un territoire très rural. Avec effectivement des réalités qui sont extrêmement difficiles. Trouver un médecin généraliste dans la Sarthe aujourd'hui, alors que nous sommes à 1h30 de Paris, c'est devenu très compliqué. Obtenir un rendez-vous chez un médecin spécialiste en ophtalmologie, par exemple, c'est devenu très compliqué. Se faire hospitaliser à proximité de chez soi, c'est parfois devenu très compliqué aussi. Donc on est en plein cœur de ces problématiques. C'est la raison pour laquelle l'élu que je suis, qui n'est pas un professionnel de santé, a souhaité s'investir sur cette question à mes yeux essentielle de notre vie politique. Thomas Mesnier, comment se fait-il que le président de la République, dans ses grands débats nationaux, comme le dit Jean-Carl Grelier, n'ait pas mis à l'agenda, comme on dit, l'agenda, la santé, alors qu'effectivement elle s'imposait? Il faut dire qu'à sa conférence de presse, où nous étions, il a relativement peu parlé de santé aussi. C'est pas à contre-courant, ça? Je crois pas du tout. En réalité, les discussions sur la santé se sont tenues depuis maintenant 2 ans. D'abord, Agnès Buzyn avait lancé le plan pour l'égal accès aux soins. Ensuite, il y a eu une grande vague de concertation, notamment avec les différents acteurs du monde de la santé, pour construire le plan Ma Santé 2022 et la loi santé qui est actuellement devant le Parlement. Et finalement, on pouvait, et c'est d'ailleurs ce que les Français ont fait, dans chaque thématique lancée du grand débat, mettre de la santé, apporter de la santé. C'est ce que les Français ont fait dans chaque réunion. Et si le président de la République n'a pas fait de nouvelles grandes annonces après le grand débat sur la santé, c'est justement parce que, et il l'a fait je crois à juste titre, il a renvoyé vers la loi en cours, parce qu'elle est le fruit d'une longue concertation, aussi bien avec les professionnels de santé que les usagers, que les Français, et qu'elle peut répondre de façon très large aux problématiques actuelles et en restructurant complètement notre système de santé. Et donc je crois vraiment que la réponse à l'attente des Français passe par cette loi. Alors cette loi, vous dites évidemment que cette loi va transformer le système de santé. D'autres pensent que ce n'est pas tout à fait le cas. Et qu'en pense Lamine Garbi? Lamine Garbi, c'est première fédération, deuxième, troisième, quelle est votre place? C'est la première de cœur, elle est là. Ah. Voilà, la première de cœur, elle est là. Voilà, Lamine Garbi est élégant, il nous reçoit. Et... Ça s'est très bien passé avec le président Dubout, ça va très bien se passer avec Marie-Sophie. On n'a pas de doute là-dessus. Et c'est vrai que ta présence aujourd'hui est importante parce qu'elle témoigne avec la présence de la FHF, on est chez eux, on est invité, est importante par rapport à nos amis parlementaires. Et je voudrais saluer la grande qualité des débats qu'il y a eu entre nous, dans toutes les auditions que nous avons eues, et les auditions étaient simultanées. Pour une fois, nous étions reçus, Unicancer, la FEAP, la FHF et la FHP. Et c'est vrai que ça permet de faire parler la profession, le soin, d'une seule et même voix, avec bien sûr quelques petites divergences. Bien sûr, le président Valtou l'a rappelé tout à l'heure, mais ces divergences doivent nous rapprocher et non pas nous éloigner. Bien sûr que cette loi, nous l'attendons. Nous attendons surtout que l'ancienne loi disparaisse. L'ancienne loi, que cette loi qui va venir chasse l'autre, qui était vraiment d'un dogmatisme sans nom, et elle va nous permettre aujourd'hui, j'en suis certain, de mieux travailler ensemble et de faire en sorte que nous soyons plus proches en termes de proximité, en termes de qualité, et que l'on puisse échanger tous ensemble. Tous ensemble. Si vous le voulez bien, on va faire un peu de pédagogie, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 ou 3 grandes thématiques et on va regarder, on va essayer de répondre à la question que va changer la loi Santé 22, que va changer pour les professionnels de santé, et puisqu'on est effectivement à l'hôpital pour les hospitaliers. D'accord ? On commence peut-être par parler de territoire, comme vous l'avez fait, parce qu'il y a 2 ou 3 mesures importantes, notamment celle des CPTS et des groupements hospitaliers de territoire. On a déjà abordé ce matin cette question dans un autre débat. Est-ce que ça, c'est une grande réforme extrêmement complexe, technocratique, dont on ne sortira pas? Ou au contraire, on voit
facilement, on peut voir, on peut distinguer les zones d'amélioration. Madame de Sol. Clairement, le choix qui est fait par le gouvernement et donc suivi par le Parlement, c'est d'essayer d'organiser la proximité. En même temps, c'est pas comme si on n'avait pas déjà essayé de longue date d'organiser cette proximité. On voit bien que, et vous le rappeliez, l'attente des personnes, c'est d'avoir un accès à un médecin généraliste, un médecin spécialiste, mais d'avoir accès à ce que j'appelle le premier recours. Et peut-être que c'est une des critiques que je poserai vis-à-vis des CPTS, c'est finalement qu'on n'ait pas englobé celles et ceux qui sont les premiers en lien avec les personnes, c'est-à-dire les personnes du domicile, des services à domicile, etc., qui sont le premier acteur, et qu'on raisonne plutôt médecine de premier recours que professionnel de premier recours. Pour autant, on voit bien que c'est certainement la manière qu'il faut utiliser pour essayer de mailler le territoire et d'avoir une réponse. Est-ce que cela va suffire ? C'est en fait la question que se pose tout le monde, puisque ça a été dit, le choix a été de ne pas être coercitif, mais de faire que l'ensemble des professionnels se rassemblent autour d'une table. Honnêtement, on ne peut souhaiter que cette ambition réussisse, je veux dire, tous. Parce que, y compris nos établissements privés à but non lucratif, ils ont besoin d'avoir une présence de premier recours pour nos structures pour personnes âgées, pour nos structures personnes handicapées, mais également pour l'ensemble de nos structures sanitaires. Donc, espérons, mais c'est vrai que spontanément, on se dit qu'on aurait peut-être pu aller plus loin et d'une certaine manière prévoir le plan B. C'est qu'est-ce qui se passe si les CPTS ne fonctionnent pas? Expliquez-nous, monsieur, comment, Thomas Mesnier, expliquez-nous qu'est-ce que vous avez voulu faire avec évidemment le gouvernement au travers de ces communautés professionnelles de territoire. Dans le fond, comme dit Madame de Sol, vous avez voulu organiser sans donner un cadre trop rigide, en se demandant, et on se demande effectivement, mais on résoudra peut-être cette question à la fin, est-ce que ça peut marcher? Mais avant d'en arriver là, quel a été le but que vous vous êtes fixé? Le but, c'est de faire en sorte que chaque Français ait un accès à un médecin traitant et accès à des soins de premier recours. On est vraiment effectivement sur la médecine de premier recours dans un premier temps, parce que c'est là aujourd'hui que les difficultés sont les plus importantes, qu'on a 5 millions de Français qui ne trouvent plus facilement un rendez-vous chez un médecin généraliste. Et il faut organiser tout ça, parce qu'on sait très bien que dans les années qui viennent, du fait de la non-anticipation des départs à la retraite et de la démographie médicale, notamment avec la gestion du numerus clausus, on va avoir de plus en plus de difficultés à trouver des médecins, parce que plus de médecins vont partir à la retraite que de médecins ne vont sortir des facultés dans les quelques années qui viennent. Donc on n'est encore qu'à la veille des vraies grosses difficultés. Et donc il faut trouver des marges de manœuvre pour que, en s'organisant davantage, déjà en faisant en sorte que les professionnels, c'est délicat à dire, mais se parlent entre eux, qu'on avance un peu plus dans le partage des compétences, qu'à défaut d'avoir plus de médecins tout de suite, même si on en aura, et en 2029 sortiront les premiers médecins issus de la suppression du numerus clausus, c'est comment gagner du temps médical. Et comment gagner du temps médical, c'est que les médecins s'organisent entre eux, notamment par du travail conjoint sur un même territoire, pour gérer les demandes de consultation non programmées notamment. C'est aussi le partage de compétences avec, c'est une idée que j'ai portée, la délivrance de médicaments par les pharmaciens sur certaines pathologies du quotidien. Vous avez eu un succès mitigé? Écoutez, c'est un succès qui est inscrit dans la loi, dans l'article 7 quinquies. Nous verrons ce que les sénateurs en feront, mais c'est un succès. Et vraiment, c'est comment faire en sorte que les professionnels sur le terrain, c'est leur donner la boîte à outils pour qu'ils s'organisent au mieux au service des Français. Expliquez-nous ça, parce que en fait, c'est quoi? C'est une boîte à outils? C'est un cadre général? C'est des un règles cadre édictées? C'est un cadre. Alors, si je n'entre pas, je suis ophtalmologiste, par exemple. Prenons un exemple. Je ne veux pas entrer dans une CPTS. Je continue, je ne rentre pas? En l'état, oui. Après, il y a des négociations conventionnelles qui sont en cours avec un avenant 7 qui va être mis à la signature des différents syndicats dans les prochaines semaines. L'idée, c'est que le cadre mis en place soit tellement incitatif et
et améliorant votre qualité de travail que vous y veniez en fait, que ça devienne une évidence. Donc il y aura une structure projet, une structure pilote. C'est l'ARS qui va prendre la main. L'idée, c'est que ce soit vraiment les professionnels qui aient la main, qu'un leader arrive sur le territoire, porte un projet, en parle aux professionnels autour de lui, qu'il monte une association de professionnels. Moi, j'étais la semaine dernière, je visitais l'hôpital de Belle-Île-en-Mer et j'ai vu les professionnels du territoire qui se sont organisés en association depuis des années et qui montent ensemble un projet de santé en faveur de la population de leur territoire. Donc, et les moyens, comment on les a? L'argent, le budget? C'est l'ARS qui le donne? C'est l'ARS et puis c'est aussi par la convention, avec la négociation conventionnelle qui est en cours, des moyens alloués via la CEPAM. Si j'ai bien compris, Madame De Sol, qui peut-être n'a pas totalement oublié qu'elle a été directrice d'agence régionale de santé, elle aurait aimé que ça soit un peu plus vissé, un peu plus autoritaire, non? Coercitif, c'est ça? À vrai dire, la question, et vous le disiez, c'est les 5 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Et la question, c'est comment, avec le système que l'on a, on garantit effectivement cet accès aux médecins traitants. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure un plan B, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui se passe si, sur un territoire, il n'y a personne qui s'organise, il n'y a pas de CPTS, parce que peut-être déjà il n'y a plus de médecins. Et donc la question de quel rôle on redonne aux centres de santé, quel rôle on redonne à un certain nombre d'acteurs pour garantir cet accès aux médecins traitants. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour la FEAP, c'est un enjeu de pouvoir être présente sur le plan B si jamais les CPTS ne répondent pas aux besoins. Après, mais je ne veux pas anticiper sur le débat, mais il n'y a pas que les CPTS, il y a l'organisation autour des hôpitaux de proximité, il y a des avancées en matière de télémédecine, de télésoins, il y a énormément, c'est vraiment quelque chose de très large pour répondre de façon globale et réorganiser de façon globale notre système de santé. Alors, Jean-Carl Grelier, Lamine Garbi, les CPTS, vous y croyez? Vous allez vous y engager vraiment? Ou alors c'est encore c'est un discours de tribune? Mais non, ne fuyez pas. Vous êtes, Monsieur Grelier, franchement, vous y croyez? Non, structure. La CPTS, Madame De Sol l'a dit très justement à l'instant, il faut souhaiter que ça marche et il faut qu'on se donne les conditions pour que ça marche. Mais vous savez, il ne faut pas non plus que l'arbre cache la forêt. Au travers des CPTS, on n'aura pas plus de médecins. On va essayer d'apprendre à gérer la pénurie. Et pour gérer la pénurie, il faut qu'on apprenne aux professionnels de santé à travailler ensemble. Et ce que j'aimerais, c'est que quand on parle des CPS, on ne parle pas que des médecins, mais qu'on parle surtout de la pluridisciplinarité, de la façon dont les infirmiers, les kinés, les dentistes, l'ensemble des professionnels de santé qui maillent les territoires aujourd'hui vont pouvoir s'impliquer aux côtés des médecins. Parce que ce qu'attendent les Français, c'est pas d'avoir un médecin à leur porte. Ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est d'être pris en main le plus vite possible et le plus près de chez eux par un professionnel de santé dûment qualifié qui les fasse rentrer dans un parcours de soins ou dans un parcours de prise en charge. Voilà ce qu'il attend. Alors, moi, ma crainte, très honnêtement, sur les CPTS, c'est que laisser l'initiative aux ARS, parce qu'on nous dit c'est les professionnels de santé, mais qui finance sont les ARS, qui valide les projets de santé, ce sont les ARS, c'est ma première crainte. Je ne suis pas certain que le bon niveau de réflexion territoriale, ce soit celui de l'ARS, a fortiori quand on a fait des régions XXL, comme c'est le cas de celle de Thomas Mesnier, 18 millions d'habitants, l'ARS est nécessairement un peu éloignée des territoires. Un préfet, la deuxième chose, pendant 10 ans, l'État s'est reposé sur les élus locaux pour régler les problèmes de la démographie médicale. Dans le dispositif des CPTS, les élus locaux sont complètement tenus à l'écart. Moi, je souhaite que les territoires réinvestissent les élus locaux et que les projets se construisent en coopération avec les médecins et les élus du territoire et que l'initiative soit d'abord laissée aux professionnels de santé. Et puis moi, j'ai une crainte, je vais vous l'avouer, et vaut pour les médecins au travers des CPTS comme et vaut pour l'hospitalisation. Ma crainte, c'est cette vieille doctrine du ministère de la Santé qui voudrait caporaliser sous son autorité l'ensemble de la médecine. Parce que quand on me dit que dans les CPTS, il faudra que le projet de santé soit conforme au projet de santé des groupements hospitaliers de territoire, c'est clairement se proposer que les hôpitaux publics mettent demain la main sur la santé libérale. Et ça, moi, je n'en veux pas. Que répondez-vous, simplement, avant de passer la parole pour ne pas oublier ma question, que répondez-vous aux syndicats de médecins libéraux qui viennent vous voir, j'imagine, monsieur le député, et qui vous disent qu'effectivement, ils n'ont pas du tout envie nécessairement que leur responsabilité soit partagée par
des pharmaciens ou des infirmiers, que le partage des tâches, ils ne le comprennent pas. Que répondez-vous, vous, personnellement? Je leur réponds que nécessité fait loi, qu'aujourd'hui sur des territoires comme le mien, on ne peut plus faire avec les médecins qui sont en place. J'ai été pendant près de 15 ans maire d'une ville de 10 000 habitants, dans laquelle quand je suis arrivé, il y avait 14 médecins généralistes. Il en reste 5 aujourd'hui. Croyez-vous qu'à 5, ils peuvent prendre en charge les habitants du bassin de vie qui n'ont pas changé, sans le secours derrière d'autres professionnels de santé? On a aujourd'hui cantonné les infirmières de pratique avancée à l'hôpital. Faisons-les sortir en ville. Donnons des spécialités à l'ensemble de ces professionnels de santé. On vient de découvrir au stupeur qu'un pharmacien est capable de faire de la vaccination. Mais il peut aussi faire un pansement, il peut aussi faire de la suture, et il n'est pas le seul à pouvoir intervenir. Réfléchissons de manière beaucoup plus horizontale que nous ne l'avons fait jusque-là. La médecine ne peut plus être pyramidale sous l'ordre et l'autorité des médecins. Les médecins doivent y trouver toute leur place, bien évidemment, mais il faut que chacun des professionnels de santé apporte sa pierre à l'édifice. Il n'y a que comme ça qu'au moins en attendant qu'un jour, peut-être en rêvant en 2030, 40 ou 50, dans un temps que vraisemblablement nous ne verrons pas, on ait suffisamment de médecins pour couvrir tout le territoire. Vous jouez le jeu, Lamine Garbi. Sur les CPTS, effectivement. Et comme le temps passe vite, on va parler aussi d'hôpitaux de proximité. Ce que je voulais vous dire, c'est que si les CPTS ne marchent pas sur certains territoires, nous serons là. Nous serons là parce que les structures sont présentes. Mais pourquoi vous vous intégrez pas dans une CPTS? Pas vraiment. Pourquoi? Pas vraiment. Le but, Pourquoi? c'est la coordination des médecins entre eux. Et les structures hospitalières sont en marge. Mais également expliquer que les GHT, et tu l'as dit, il ne faut plus que ça s'appelle GHT, il faut que ça s'appelle GHP, public. Et que nous aussi, nous puissions avoir nos groupements hospitaliers privés. On ne peut pas avoir une politique qui soit publique sur un territoire et le privé qui reste en marge. Monsieur Meignet, qu'en pense la majorité, là? Alors, il y a énormément de choses à dire. Oui. D'abord, rapidement, parce que, nous avons quelques minutes encore de débat. D'abord, les ARS ont des délégations départementales et sont au plus près des territoires, et on a passé des heures et des heures carrées de débat sur la place des élus, et je crois qu'on a aujourd'hui, entre les contrats locaux de santé, entre les conseils territoriaux de santé où les élus sont présents, largement la place pour les élus pour participer dans la mise en œuvre de ces projets de santé. Et je suis complètement d'accord sur ce qui est de la pluriprofessionnalité et de cette modification de l'exercice et de la pratique médicale. Pour ce qui est des CPTS, effectivement, c'est d'abord les professionnels de santé de terrain, les professionnels de santé libéraux. On attend en revanche qu'il y ait des liens forts avec les établissements, notamment les établissements de proximité. Et je parle bien d'établissements et pas d'hôpital, parce que c'est aussi bien des établissements publics que privés. Et le lien devra être très très fort avec les libéraux pour organiser le soin au plus près. Et effectivement, les établissements aussi privés auront toute leur place à jouer. Qu'il y ait un manque, mais aussi que ça se passe bien pour vraiment améliorer la prise en charge des patients. Je vais vous demander, parce que le débat, évidemment, le temps imparti, comme on dit, va vite. Quelles sont les 2-3 mesures qui vous paraissent importantes que vous soutiendrez ou qu'il faudrait soutenir, et 2 ou 3 mesures qui vous paraissent de moindre intérêt? Lamine Garbi. J'attends la définition de l'hôpital de proximité, j'attends son financement et j'attends son cadre. Je pense que la fédération que je représente, il y aura 30 à 40 établissements qui seront intéressés pour rentrer dans ce système. Et merci Thomas, parce que tu nous as permis officiellement de pouvoir candidater, parce que c'est établissement public et privé. Tu l'as répété, ce n'était pas forcément le cas au départ dans la vision du gouvernement. Donc proximité, oui, qualité également, parce que sans la qualité, on ne pourra pas continuer à soigner nos usagers sans qualité mesurée et prouvée, et également le ressenti de nos usagers sur la politique de santé. Et tu l'as dit, la recherche d'un médecin traitant, c'est quand même le premier maillon. Et je suis content de voir qu'on s'aperçoit que faire de la médecine sans médecin, c'est compliqué. Je suis content, parce qu'on a tellement tapé sur les médecins que c'est bien qu'ils reprennent aujourd'hui des couleurs et qu'on leur rende hommage et grâce sur la qualité des soins. Parce que la qualité des soins, ce n'est pas les structures, on y concourt évidemment, mais c'est la qualité des équipes médicales et des médecins également. Monsieur Grelier, même exercice. Oui, même exercice. Je crois que ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est tout ce qui va dans le sens de la pluridisciplinarité, pluriprofessionnalité. Moi, je soutiendrai, je l'ai fait en première lecture à l'Assemblée, je le ferai de la même manière en seconde lecture, tout ce qui ira dans ce sens d'une meilleure coopération
entre professionnels de santé. Et le deuxième aspect sur lequel je serai particulièrement attentif, ce sont les hôpitaux de proximité, à une condition sine qua non, c'est que le ministère de la Santé arrête ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de recalibrer tous nos hôpitaux sur les territoires en fermant des services de chirurgie, en fermant des urgences, en fermant des maternités pour pouvoir mieux labelliser les hôpitaux de proximité. Après, attention, quand on habite dans une petite ville et que le premier plateau chirurgical est à 50 km, ça représente un vrai danger. Je voudrais simplement rappeler une évidence. On a tous lu Christophe Guilly, on a tous parlé de la France périphérique. Il suffit juste de rappeler qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population française vit dans des territoires ruraux. Et cette population-là, elle a le droit à un égal accès aux soins que celle qui habite à la porte du CHU. Monsieur Meignet, je voudrais avoir deux informations de votre part sur la vie interne des hôpitaux, puisque nous sommes ici dans la maison de l'hôpital, notamment sur le statut unique de praticien hospitalier, la réforme l'évoque, et également sur les commissions médicales d'établissement. Justement, j'allais vous dire que les points majeurs, c'était l'organisation de la médecine de terrain avec les CPTS dans un cadre pluriprofessionnel et surtout les grandes mesures pour le monde hospitalier avec cette réforme du statut de PH qui va permettre, je crois, de recruter beaucoup plus facilement avec des statuts beaucoup plus attractifs des médecins dans les établissements et puis d'aller vraiment dans l'an 2 aussi bien des établissements de proximité avec les hôpitaux de proximité publics et privés dont les missions sont bien définies quand même. Le financement, il faudra attendre le prochain PLFSS et l'an 2 des GHT où vraiment on va pouvoir passer le cap avec un pouvoir un peu plus fort des commissions médicales de groupement et puis la possibilité pour les établissements de mutualiser, évidemment les ressources humaines, mais aussi beaucoup plus de choses, notamment sur la trésorerie, les commandes, etc. Ce qui permettra vraiment de passer au stade supérieur des GHT. Madame De Sol, le mouvement associatif a-t-il à gagner dans ces évolutions ? Et que va-t-il gagner ou perdre d'ailleurs ? À partir du moment où nous travaillons sur la proximité et que nous travaillons ensemble, on a toujours à gagner. Mais pour être en complément de Lamine Garbi et pour revenir sur la question des ressources et des ressources médicales, c'est vrai que pour nous c'est un enjeu majeur et il ne faudrait pas qu'un travail exclusif sur le statut des praticiens hospitaliers provoque des effets de bord pour l'ensemble des autres secteurs qui aujourd'hui travaillent avec une ressource médicale partagée. Ce qui fait que notre demande dans le cadre de ce projet de loi, c'est que l'on ne parle pas simplement des ressources médicales à l'hôpital public, mais bien du service public hospitalier. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir ouvert le premier débat de la Paris Healthcare Week. C'était effectivement le grand débat politique. Merci.